Ina, et tu as longtemps été égérie de L'Oréal. Actuellement, tu es présentatrice sur Elle Girl, une chaîne 100% féminine sur TNT. Oui. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça représente pour toi d'être un peu les symboles de la féminité, de la beauté. Pour moi, c'était une belle aventure avec L'Oréal parce que je trouvais intéressant qu'il me propose à moi d'être égérie pour une marque de cosmétiques pour les cheveux, sachant que pendant longtemps, la texture de mes cheveux n'était pas représentative dans la société de ce qui était censé être la norme. Et c'était important de prendre en compte qu'il y a des millions de filles qui ont les cheveux crépus, la plupart des filles d'origine africaine ou noire en tout cas. La plupart ont des cheveux crépus, frisés, bouclés. Et c'était quelque chose qu'on ne voyait pas. Il n'y avait pas une représentation de femmes comme moi. Et c'était intéressant pour moi de faire ça parce que ça donnait une image aussi à des petites filles qui ne se voient pas représentées. Et donc pour ça, j'ai toujours un petit côté engagé dans ce que je fais, même quand il s'agit de beauté, parce que moi j'ai grandi, les modèles qu'on avait, c'était des top modèles comme Naomi Campbell, qui sont des modèles qui ne me ressemblaient pas du tout. Donc elle est sublime, mais on grandit un peu décalé. Et donc je pense que c'est important d'avoir une représentation de toute la société dans les médias ou parmi les icônes de beauté. Donc pour toi, ça va au-delà de l'image. Complètement, ça va au-delà de l'image, c'est une représentation en fait, la diversité dans la représentation, c'est très important. Et puis avec la chaîne Elle Girl, en fait, je présente des docu-séries sur la mode. Donc c'est des documentaires sur les grandes maisons, leur histoire et ce qu'ils font aujourd'hui et comment est-ce qu'ils ont évolué de leur début à ces 10 dernières années. Et c'est super intéressant parce que j'apprends plein de choses en faisant l'émission et j'ai envie de partager aussi le fait que la mode c'est pas que quelque chose de frivole et de superficiel, il y a aussi beaucoup de travail derrière. Il y a eu des vraies révolutions à travers la mode parce que quand on regarde Yves Saint Laurent qui a créé le premier smoking, le premier tailleur pantalon et qui a permis aux femmes de commencer à porter des pantalons et commencer à s'émanciper. Donc c'était une période, et il y avait Coco Chanel aussi qui dans les années 20, il y avait ce qu'on appelle les garçons qui se coupaient les cheveux, qui fumaient des cigarettes, qui portaient des pantalons comme Coco Chanel. Et c'est intéressant tout ça, tous ces mouvements sociaux en fait qui sont étroitement liés à la mode. Et puis quand on regarde en arrière, c'est intéressant parce que chaque ère, chaque décennie est représentée souvent par la mode, la musique, les mouvements sociaux qui sont liés. Donc pour moi, c'est très intéressant de faire ça. Tu es aussi chanteuse. Donc j'ai écouté tes albums, il y en a 3. Oui. Donc il me semble que dans les 3e, il y a une différence avec les 2 premiers. Oui. Puisque tu chantes en bambara, qui est ta langue maternelle. Oui, j'avais envie de revenir à la musique avec laquelle j'ai commencé et ça me manquait beaucoup. Pour ce 3e album, je me sentais aussi plus forte pour parler de moi et sans filtre et parler de mes engagements, parler de mon point de vue, ce qui me touche, ce qui m'inspire et mes combats. Chose que j'avais pas envie de faire sur les albums précédents parce que il faut savoir que quand on parle de sujets sensibles comme ça, il y a beaucoup de soutien, mais il y a un énorme backlash qui vient avec. Et j'avais pas les épaules assez solides pour le faire sur mes albums précédents. J'avais envie d'arriver sur la pointe des pieds, de partager ma musique, de raconter des histoires, mais sans tout l'engagement que je prends. Parce que je suis quelqu'un d'engagé sur le terrain depuis 11 ans. Mais je séparais bien les deux choses. Parce que quand tu mets sur ta plateforme en tant qu'artiste tes engagements,
tu donnes l'accès à tout le monde, tous les gens qui sont sur cette plateforme, pour avoir un point de vue dessus. Et c'est mon engagement pour les femmes et contre les violences faites aux femmes, c'est des sujets très délicats. Et je le vois à chaque fois que je fais une interview sur le fait que je crois et je me bats pour que l'excision n'existe plus. J'ai beaucoup de gens qui me soutiennent, mais je reçois fréquemment des mails d'insultes, des mails de menaces, ou même dans la rue, quand je rencontre des gens qui ne sont pas contents de ça. Ça peut être très difficile à vivre. Et avec ce 3e album, je me sentais prête à faire face à ça et à assumer ça. Et justement, ton nom d'artiste, c'est Modja. J'ai lu que c'était le nom qui était donné par ta mère. Oui. Ça veut dire peste. Alors, ça veut dire quoi peste pour vous? En fait, Modja, c'est un petit surnom que j'avais quand j'étais enfant, parce que je viens d'une grande famille, on est 7, et moi je suis la 6e. Et en apparence, je suis très calme, mais je suis hyper active. Et depuis que j'étais enfant, je l'étais, donc c'était un peu... je voulais toujours faire 1 milliard de choses, je posais 1 milliard de questions, j'étais toujours à 100 à l'heure. Et je pense que je cassais les pieds de tout le monde. Ils m'ont donné ce surnom un peu affectueux que je garde, parce que c'est aussi ça qui me permet aujourd'hui de pouvoir faire ce que je fais, de pouvoir imposer la musique telle que je l'envisage, telle que je la vois, et ma vision, la mettre sur mon album. C'est ça qui me permet de tenir mon engagement auprès des femmes et de travailler sans relâche sur le terrain. Et c'est ce qui me donne envie de casser un peu les moules et de casser un petit peu les barrières et faire avancer les choses de mon côté. Donc, je prends comme un compliment. Oui, parce que ça m'évoque justement le fait que la peste, tu touches les choses très sensibles, les violences faites aux femmes, l'excision, là où il faut, c'est taire. Oui. Où toi, tu ne restes pas silencieuse. Oui. Voilà. Non, j'ai toujours parlé, j'ai toujours dit ce que je pensais, parce que je pense que c'est important et particulièrement depuis que j'ai commencé en fait à militer contre l'excision en partant de ma propre situation. Quand j'ai su que j'étais excisée et les années qui ont suivi, c'était quelque chose de très difficile à porter et à envisager ma vie. Je me disais, mais qu'est-ce que ma vie va être? Je suis censée devenir une femme, mais je ne vais jamais devenir complètement une femme. Donc j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et je me suis engagée quand j'ai rencontré le professeur Pierre Foldes, qui a inventé la technique de réparation de l'excision et qui m'a opérée. Et je me suis dit, mais cet homme, c'est un homme, c'est un Européen, c'est un blanc, qui n'a rien à voir avec cette tradition, qui invente cette technique pour nous redonner une dignité et une intégrité en tant que femme. Et je me suis dit, mais si lui fait ça, je dois faire quelque chose moi aussi pour les autres femmes. Parce que j'ai pu récupérer grâce à lui quelque chose que je pensais que je n'allais jamais avoir. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et du coup, je me suis dit, mais il faut que je milite. Et donc, j'ai commencé à militer. Et petit à petit, je me suis intéressée à d'autres formes de violence. Parce que tu commences par l'excision et après, tu vois tout ce qu'il y a autour entre le harcèlement moral, le harcèlement physique, dans la rue, les viols, les incestes, les mariages forcés. C'est sans limite. C'est tellement énorme que je me suis dit, il va falloir que je prenne vraiment du temps. C'est pas des sujets que tu peux survoler comme ça et donner 1 heure de ton temps 1 fois par mois. Il faut que je sois vraiment, vraiment sur le terrain et engagée pour pouvoir faire quelque chose. Et aujourd'hui, ça se concrétise avec la Maison des Femmes dont je suis la marraine. C'est la première maison des femmes là, qui est construite sur l'hôpital Saint-Denis et qui a mis quelques années pour trouver les fonds. Et c'est un médecin incroyable qui est chef de service de la maternité, Rada Atem, qui s'est battu pour avoir les fonds auprès de fondations, etc. Et qui m'a emmenée dans cette aventure.
Et donc, tout ça pour revenir au fait que c'est important de pouvoir parler. Parce que la parole, c'est le premier pas vers la guérison pour ces femmes-là qui ont été victimes de violences, dont je fais partie. Et la parole, c'est aussi le dialogue avec les autres. C'est tous ensemble, en fait, qu'on peut aider à faire en sorte que le statut de la femme change et que les violences qui sont directement liées aux femmes, parce que il y a des mots comme l'homophobie, le racisme, mais il n'y avait pas de mots contre les violences faites aux femmes simplement parce qu'elles sont des femmes. C'est pas une comparaison de ces différentes choses, mais c'est juste que ces différentes violences doivent cesser et qu'il y ait une égalité entre tout le monde. Et donc j'étais soulagée quand il y a eu ce mot, la gynophobie, pour parler des violences faites aux femmes. C'est quelque chose qui tout de suite met un nom sur quelque chose. Et parler, oui, j'ai toujours parlé. J'ai toujours parlé et là je le fais d'une façon encore plus grande grâce à la plateforme que j'ai pu avoir avec les années de ma carrière en tant qu'artiste. Donc tu parles d'une évolution d'Elina, mannequin qui s'en servait de son image, qui c'était la beauté. Et là, tu évoques la parole. Mais c'est comme si maintenant tu concilies tous les deux, l'image avec la parole. En fait, j'ai commencé à être mannequin totalement par hasard. Je venais d'arriver du Mali et j'étais inscrite dans une faculté de lettres et de langues et j'avais besoin de travailler. Et j'avais déposé mon CV comme tous les étudiants, dans tous les fast-foods, les petits magasins de vêtements, etc. pour avoir un travail, pour pouvoir me prendre en charge. Et j'ai jamais eu de retour. Et par hasard, un jour, j'étais dans un cinéma et j'ai une femme qui m'a abordée, qui m'a donné sa carte et qui m'a dit si jamais ça vous intéresse. Je me suis dit mais pourquoi moi je fais pas 1m80, je suis pas petite mais je suis pas non plus je me voyais pas comme la représentation de ce qu'il y avait comme mannequin à l'époque et je me suis dit c'est bizarre. Et mes amis m'ont dit mais tu plaisantes, tu cherches un travail depuis longtemps pour payer tes factures et là c'est un travail. Et je me suis dit mais complètement, mais j'avais tellement pas fait le rapprochement et je me suis dit mais je vais me servir de ça pour pouvoir payer mes études et payer ma vie. Et donc j'ai commencé à être mannequin comme ça. Il y a toujours eu un décalage en fait entre ce que je faisais dans le mannequinat et où je me plaçais moi. Parce que au départ, j'y suis pas arrivée en me disant j'ai l'image, je vais être mannequin, je peux être mannequin. C'est arrivé totalement par hasard. Donc j'ai toujours regardé la mode en me disant ah ça c'est le backstage. Ok, quand j'étais devant la caméra, j'essayais de correspondre à ce que la marque et l'esprit du créateur, de rentrer complètement, d'effacer un peu qui je suis pour coller à la vision que lui avait. C'était très important de faire ça, même si je ramenais un peu de ma personnalité, mais c'était important que ça rentre dans le cadre de ce que lui créait en fait. Et aujourd'hui, ce que je fais est complètement différent. Et ma parole, elle avait pas vraiment besoin d'être là en fait, parce que je donnais vie à la création de quelqu'un d'autre. Donc je m'exprimais un peu à travers cette personne. Et j'ai aimé faire ça, ça m'a appris beaucoup de choses. Et c'est étrange parce que ça m'a aussi appris, aujourd'hui je suis comédienne aussi, à pouvoir rentrer dans un personnage qui n'est pas forcément moi, à mettre un peu de ma personnalité. Mais c'est des choses complètement différentes, mais que j'aime bien faire. Très bien. Donc je comprends. Tu es là pour donner vie. Oui, complètement.